Il aurait pu être un grand médecin, mais la musique, cette pression sur lui, l'a très vite fait réaliser qu'elle et lui ne formaient qu'un. Bien plus qu'un exutoire pour ce virtuose au talent inestimable qui a décidé de puiser dans sa culture et dans ce que le monde offre en termes de sonorité, la musique est l'essence même de l'existence de Frédéric Gassita. Une existence qui s'écrit en notes de musique. Classé parmi les meilleurs pianistes et compositeurs, il est également réalisateur, arrangeur, producteur, grande figure du monde du jazz sur le continent, un homme aux multiples talents. Frédéric Gassita nous ouvre son univers à côté de son compagnon de vie depuis toujours. Il est avec nous dans cette interview, invité bonus sur Gabon 24. Bienvenue à vous, même si c'est vous qui nous recevez chez vous, Frédéric Gassita. Merci, merci à vous, ma chère Sabrina, et merci à Gabon 24 de me recevoir, d'avoir voulu faire cette interview avec moi. Très bien. Alors, je parlais de ce compagnon de vie qui est effectivement votre ami depuis toujours. Hein. Absolument. Oui. Il est mon compagnon depuis l'âge de 13 ans. Très bien. Voilà. Alors, la vie d'un homme, Frédéric Gassita, est parsemée de rencontres. Racontez-nous la vôtre. Racontez-nous votre amour, votre histoire d'amour avec la musique. À bien y réfléchir, je pense que mon amour de la musique, avant que je fasse de la musique, vient je pense que ça doit venir de mon père. Parce que je me rappelle, quand on était petit, il y avait 6 ans, 5, 6, 7, 8, 9, on écoutait de la musique tout le temps. Et notamment le dimanche, mon père, c'est de la musique qui nous réveillait. Le dimanche matin, il mettait sa musique. Alors il y avait du Vous jazz. avez baigné dans cet univers. Voilà, il y avait du longtemps. jazz, de la salsa, il y avait de la musique, la musique pop française des années 70, que ma mère aimait beaucoup, et puis quelques musiques classiques. Et puis voilà, je pense que c'est de là que mon amour de la musique est arrivé, mais cet amour est encore plus ressorti le jour où j'ai commencé à apprendre à jouer d'un instrument, parce que on me connaît en tant que pianiste, voilà, mais en fait j'ai commencé la guitare avant le piano. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, pourquoi? Parce que dans le quartier où on habitait, donc ici à Batrika, 3 quartiers, j'avais des potes de quartier, et il y en avait un qui était un peu plus âgé que moi, de 3-4 ans, et il jouait déjà de la guitare. Et pour prendre les termes actuels, je trouvais ça branché. Donc il m'avait monté les 3 premiers acteurs pour jouer du rock and roll. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis bon, après, mes parents ont décidé de m'envoyer en France, quand j'étais en 4e au lycée Lombard. Et c'est quand je suis arrivé en France, ma petite sœur, elle, qui était en 6e, avait été envoyée en Suisse, dans une école pour jeunes filles très stricte. Et dans cette école-là, ils avaient des cours de musique obligatoires. Elle avait choisi le piano. Et donc, c'est comme ça qu'on est revenu pour nos premières grandes vacances. Ma mère avait acheté un petit piano d'études pour qu'elle ne perde pas ce qu'elle avait appris pendant l'année. Et c'est quand ce piano est arrivé que j'ai commencé à apprendre tout seul, hein, avant de prendre les cours, avec un doigt, à l'oreille, comme on dit. J'ai commencé à l'oreille. Et voilà, on a eu les 2 mois de vacances. Et quand je suis rentré à Châteauroux, où je faisais moi mes études secondaires, mes parents d'adoption en France, qui étaient une famille française juive, qui avait d'ailleurs accueilli mon père quand il était arrivé en France dans les années 40, 49, les années 50. Et ils ont décidé de m'inscrire au conservatoire, et ils ont acheté un piano qu'ils ont mis dans notre maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé le piano. Quand j'ai posé mes doigts sur le piano de ma sœur, il y a eu un échange naturel, on va dire même mystique ou spirituel, vous appelez cela comme vous voulez. Mais à cet âge-là, à 13 ans, on ne pense pas qu'on va faire sa carrière, on n'est pas assez élevé, on n'a pas assez d'expérience. Mais quand j'ai commencé à être au conservatoire, je savais que c'est quelque chose qui allait être collé à moi pour toujours. Sans savoir, moi je me disais, même si j'allais faire un métier, mais je savais que le piano, la musique allait toujours faire partie de moi. Voilà. Alors justement, chaque parent a un rêve, hein, Frédéric Gassita, pour son enfant. Quel était le rêve de vos parents? Qu'est-ce qu'ils désiraient que vous deveniez plus tard? Et comment avez-vous fait pour arriver à les convaincre que c'était la musique et rien d'autre? Peut-être le mot convaincre n'est pas le bon mot, je pense les contourner. Quelle a été la stratégie justement pour les contourner? En fait, je pense que la volonté de mon père, peut-être plus que ma mère, était que je suive ses traces. Voilà. Tout le monde connaît mon célèbre et illustre père, le professeur Jean-Noël Gassita. Donc pour lui,
qu'on ait d'abord le bac, un bac scientifique, et ensuite, éventuellement, entrer dans une branche médicinale, peut-être pas nécessairement pharmacie comme lui l'était, mais en tout cas être docteur ou voilà. Et c'est comme ça que bon, j'ai accepté, mais je faisais toujours de la musique. Et le conflit a commencé. Et c'est là que je me suis rendu compte, parce que j'ai eu mon bac. Je suis allé au CUS, ici à Libreville, inscrit à la faculté de médecine, pour commencer des études de 5 ans pour être en fait dentiste, parce que c'est les études les plus courtes dans le domaine médicinal, contrairement à être chirurgien ou médecin généraliste, c'était 7 ans, pharmacie, docteur en pharmacie, 7 ans, dentiste c'était 5 ans. Donc plus vite je sortais de l'université, plus vite je rentrais dans la vie active. Et je me disais qu'en plus dentiste, c'est un métier où on gagne de l'argent quand même. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mais c'était incompatible avec la puissance spirituelle de la musique. Et à un moment donné, je ne pouvais pas, parce que je faisais qu'évoluer dans la musique. Je devenais de plus en plus bon. Je ne me lance pas des lauriers, mais j'apprenais de plus en plus. Et quand je voyais les bouquins d'anatomie qu'il fallait apprendre en faculté de médecine, surtout la première année, et les partitions de musique, j'étais là. Donc, à un moment donné, je ne dormais plus. Le choix était vite fait. Non, je ne dormais plus. Et ça n'allait plus. Bon, je n'avais pas des bons résultats à la fac de médecine. Et alors, mon père a décidé, il a dit, mais mon fils, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, il est revenu, il était allé faire un séminaire aux États-Unis, et notamment à Boston. Et il avait été aux États-Unis et il avait été subjugué par le potentiel que les Américains offrent aux étudiants. C'est-à-dire qu'il arrivait dans une ville où il devait y avoir, je ne sais pas moi, plus d'une vingtaine d'universités à 100 mètres d'écart. C'est-à-dire que vous avez une université, vous marchez un peu une université, des écoles. Boston, c'est vraiment la ville des étudiants par excellence. J'ai d'abord fait mes 7 mois d'anglais, parce que c'est obligatoire, l'école d'anglais. Justement, que s'est-il passé de Berkeley au conservatoire, sachant que le hasard n'existe pas, quand la détermination guide l'esprit, on sentait une certaine détermination à faire de la musique? Il fallait que j'en fasse ma vie. Et ce déclic-là a été encore plus fort quand mon père est revenu des États-Unis et que j'ai découvert cette université. Parce que, en fait, Berkeley, comment je la découvre, cette université? Je la découvre ici au Gabon, parce qu'il y a une Française, je me rappelle même de son prénom, qui s'appelait Viviane Lévy, qui était venue ici. Elle était venue, c'était une aventurière, elle était venue au Gabon pour essayer de faire des rencontres. Et on s'était rencontrés, parce que moi j'ai joué dans un cabaret ici avec mes musiciens. Et elle a vu que je jouais du jazz. Elle est venue vers moi, elle me dit « Ah, mais c'est super, mais tu sais que tu devrais aller à cette école qu'on appelle Berkeley, aux États-Unis. Moi, j'y étais pendant 1 an. » J'ai dit « Ah bon, c'est une chanteuse. Et elle m'a donné les bouquins, des documentations qu'elle avait. Et j'ai pris ça, j'ai vu ça. Et là, j'ai eu le déclic. Parce que quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire, quand mon père a décidé de m'envoyer aux États-Unis, je savais déjà ce que j'allais faire en arrivant. Tout ce qu'il me disait, j'ai dit ouais. Mais je savais que c'est. Et quand je suis arrivé, je suis allé m'inscrire là-bas direct. Mais ils m'ont fait passer un concours. Mais comme j'avais été au conservatoire en France, donc j'avais déjà le niveau de musique. Je savais lire la musique. Je composais déjà ici depuis le Gabon. J'ai donné tout ça. Ils m'ont accepté tout de suite. Et j'ai dit à mon père, papa, j'ai trouvé l'école. Je vais être ingénieur du son et producteur musical. Quand il a entendu ingénieur du son, il a dit, ah oui, mon fils. Et c'est comme ça que je suis rentré. Donc c'est un contournement intelligent, voilà. Très bien. Alors, une anecdote autour de votre rencontre avec le piano. À quel âge avez-vous commencé à faire du piano? J'ai commencé le piano à 13 ans, très exactement, oui, à 13 ans. Et d'ailleurs, c'est assez adolescent qui commence le piano. Mais c'est assez marrant parce que quand je me suis inscrit au conservatoire, comme mes parents adoptifs de Châteauroux m'ont inscrit au conservatoire de Châteauroux, régional de Châteauroux, j'avais 13 ans, mais quand je suis arrivé dans les classes de débutants, mais j'étais comme un vieux en fait, parce que les élèves commencent très tôt. Oui, ils avaient 6, 7, 8 ans. Moi, on voyait un gaillard, mais j'étais accepté et puis j'ai commencé à apprendre la musique là, voilà. Alors, Frédéric Gracita, comment décrivez-vous votre musique qui est un emprunt de votre culture? On sent quand même cette empreinte africaine. Comment la décrivez-vous si on devait la décrire, Frédéric Gracita? Ma musique est une musique, on va dire, entre guillemets, peut-être universelle. Je ne vais pas qualifier de world music parce que je n'utilise pas des musiques, je n'utilise pas des genres qui viennent par exemple d'Asie, quoique dans mon dernier opus, j'ai une chanson qui s'appelle La Perle de Shanghai, avec des influences sur les... Mais de manière générale,
je qualifierais d'une musique universelle, mais avec beaucoup d'emprunt au jazz. Oui. Maintenant, dans cet emprunt au jazz que j'ai étudié, mais à fond, quand j'étais à l'université aux États-Unis, j'ai vraiment travaillé le jazz, hein, l'origine, de son origine à toutes les formes de jazz. Voilà, la fusion, le jazz rock, le jazz brésilien, la bossa nova, le blues, le ragtime, tout ça, j'ai vraiment assimilé ça très sérieusement. Il y a quelque chose dont je ne me suis peut-être pas rendu compte, c'est qu'en faisant toute cette fusion, je devais faire cette musique-là avec ma propre culture gabonaise, africaine, qui était en moi, mais peut-être qui me guidait sans que je le sache. Et pourquoi le jazz, pas autre chose? Parce que, évidemment, comme j'étais au conservatoire, je faisais de la musique classique, hein, parce qu'au conservatoire, on ne fait pas de jazz. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Mais encore que, on avait plusieurs professeurs au conservatoire de Châteauroux. Et mon professeur de piano s'était rendu compte que j'aimais vraiment le jazz. Et donc, j'étais un privilégié. Il a accepté de faire, je faisais de la musique classique, mais de temps en temps, on prenait 1 heure, et il m'a dit, apporte-moi des partitions de jazz, et je vais te faire jouer, tu vois. Et c'est comme ça, et je le remercie, ce monsieur, parce qu'il n'a pas fait, parce que des fois, le monde de la musique classique peut être un peu fermé. C'est-à-dire que c'est assez rigoureux, jazz, mais pas, non, c'est pas digne. Oui. Voilà. C'est cette fusion, cette culture gabonaise qui est venue influencer ma manière même de jouer du piano, de jouer du jazz. C'est-à-dire que même si on ne reconnaît pas un rythme miennet ou un rythme pounou dans ce que je joue, mais la manière dont j'aborde rythmiquement toute cette panoplie de jazz, elle est différente de mes contemporains de jazz qui jouent souvent. Voilà. Comment est-elle perçue cette manière de jouer lorsque vous jouez outre-mer? Comment les gens perçoivent cette manière à vous particulière de jouer? Quelle est leur réaction lorsqu'ils vous entendent? Et alors, on a commencé à me faire des remarques sur cette façon de jouer quand j'étais à l'université de musique, Berklee College of Music à Boston. Évidemment, on avait des cours d'harmonie, on avait tous les cours, et on pouvait aussi de temps en temps faire des petits orchestres avec les musiciens de l'école. Et je me rappellerai toujours, il y a un guitariste allemand, qui était très fort d'ailleurs, qui a remarqué cette façon de jouer. Il était venu vers moi et me dit, mais ta façon de jouer, vraiment, tu joues les mêmes notes que nous, mais la manière dont tu abordes ces notes-là, je dis, c'est peut-être le fait que je viens du Gabon. Je n'ai pas eu les mêmes influences. Moi, j'ai commencé à être influencé le jazz en étant en Afrique, en étant au Gabon. Quelque chose d'incontrôlable aussi. C'est quelque chose qui vient en moi, oui. que je ne contrôle pas. C'est chez vous qu'il y a des pygmées. Peut-être que votre rapport avec les pygmées fait en sorte que tu abordes cette musique-là, du moins rythmiquement, pas de la même façon. C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu vas mettre la note où nous, on ne s'y attend pas. Et c'est ça qui fait la richesse de ce que tu fais, et c'est pour ça qu'on aime jouer avec toi. Frédéric Acita, parlez-nous de Bantu Jazz, qui est un multipode quand même du terroir, de toutes les rythmiques, tous les rythmes du terroir, Bantu. On l'a vu avec plusieurs artistes d'ailleurs qui ont participé. Comment tout ça a été concocté? Dites-nous quelque chose là-dessus. Ben, le Bantu Jazz vient du, comment dirais-je, je pense qu'il est là en moi depuis très longtemps, mais je le mets en lumière, c'est quand je décide, je pense, de faire le projet avec les African Queen Singers, c'est-à-dire mon projet de prendre des chanteuses africaines et de les amener dans mon univers jazz, un peu fusion, avec les rythmes, et les faire chanter. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que la première avec qui j'avais fait cette fusion-là, c'était avec la chanteuse tanzanienne Vanessa Mdee. Et ça a très bien marché, oui. Voilà. Et après, évidemment, j'ai appelé Lauriane Ekondo, j'ai appelé Alda, j'ai appelé Mélina, les 3 Gabonaises. Et puis, j'ai appelé la Nigériane Shindima. Et je devais faire quelque chose avec la Sénégalaise Julia Sarr, mais ça ne s'est pas. Pour ce projet qui va sortir, ça s'est pas fait. Et c'est comme ça. Moi, je voulais que toutes ces filles, elles amènent leur univers dans mon univers. Et c'est comme ça, c'est à partir de là que j'ai pensé que voilà, c'est ce qu'on appelle le Bantu Jazz. Bien que Julia Sarr ne soit pas Bantu, parce que les Sénégalais ne sont pas des Bantous. Ça part du Nigeria,
jusqu'en Afrique du Sud. En Vous avez descendant. toujours cette quête de fusion, vous êtes quelqu'un d'assez ouvert, vous voulez toujours que les autres viennent dans votre univers, Voilà. et vice-versa d'ailleurs. Oui, oui, mais moi je suis un adepte de la fusion. Et d'ailleurs, même mes collègues de l'université, quand on était aux États-Unis, parce qu'il y a ceux qui aiment le jazz, mais il y a les puristes du jazz. Il y a ceux qui n'aiment pas la jazz fusion, ça ne leur dit pas. Ils peuvent faire le jazz classique, vous voyez, Miles Davis, Louis Armstrong, voilà, ce truc-là, cette formation. Mais moi, j'ai toujours été ouvert, le jazz, au mélange, à tous les mélanges, parce que je suis un enfant de cette terre, voilà. Très bien. Alors, Frédéric Gattista, parlons à présent de ce nouveau coffret dans lequel on retrouve près de 28 mélodies, le New Symphonic Vision from Gabon, ici, qui est ce nouveau bijou. Oui. Alors, dites-nous-en un peu plus. Ah, c'est du travail. C'est un long travail parce que, bon, j'appelais ça New Symphonic Vision, c'est parce que j'avais déjà fait un premier coffret en 2013. Est-ce que c'était aussi le résumé ou un bilan de près de 20 ans de carrière quand même, Frédéric Gattista? Le New Symphonic ou bien le premier? Parce que j'avais fait un premier coffret qui s'appelait Symphonic Vision from Gabon. Ça c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Très bien. Mais il est plus abouti. Ces musiques sont... Je ne veux pas dire l'aboutissement, parce que quand on dit aboutissement, ça veut dire que bon, on a fini, on ne fait plus rien. Non. Sont l'épanouissement de ma carrière. Parce qu'il faut savoir, il y a un côté au-delà de toute la fusion, le piano, que j'ai toujours aimé, c'est l'orchestre symphonique. Oui. Pouvoir écrire pour l'orchestre symphonique, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est beaucoup de travail. Et c'est ce qui m'a amené vers ce New Symphonic Vision from Gabon. Pourquoi from Gabon? C'est parce que toutes les écritures sont faites ici. Et dedans, j'ai mis des rythmes téké, du Njobi, du Mali, voilà. Des fois, il y a un peu de bossa nova, des fois, il y a de la ballade simple. C'est vraiment un mélange. C'est-à-dire que je laisse parler mes influences. Et toujours, évidemment, le jazz, mélangé à la musique symphonique. Et c'est ce qui donne ce cocktail de 28 mélodies. Frédéric Gattista, vous avez quand même une grosse expérience, un gros bagage musical. Que comptez-vous faire de cet héritage, de tout cela? Est-ce que vous comptez transmettre à quelqu'un? Il y a une relève, il y a quelqu'un préparé. C'est quand même assez lourd comme bagage. Dans notre univers de la musique, préparer une relève, souvent c'est compliqué. Je pourrais dire que bon, je prends mon fils, ma petite-fille, elle va prendre la relève. Mais la musique, c'est pas ça, comme ça que ça se passe. Il faut que la personne ressente ça. Parce que mon fils, il a pris des cours de piano, il a commencé, mais après, bon, il ne s'est pas intéressé, bon, il a continué autre chose. Et je pense que la relève se fait au moment où on s'y attend le moins. Je pense que pour la postérité, je ne sais pas, peut-être quelqu'un viendra reprendre, mais les enregistrements seront là. C'est vrai que Mozart, Beethoven, ils n'ont pas été enregistrés, mais ils ont laissé des partitions. Bien sûr. Vous voyez, ils ont laissé des partitions. Et le nom perdurera. Peut-être qu'après moi, le nom va perdurer. Je pense qu'il va forcément perdurer, puisque le Gabon est un petit pays qui fait partie quand même du continent africain. Mais à l'heure, avec l'Internet, tout ça, je pense que le monde est plus en phase avec les autres. Entre nous, on est plus en phase entre nous qu'on l'était à l'époque où il n'y avait pas tous ces moyens de communication. C'est vrai, sans doute. Alors, Frédéric Gattista, nous allons convoquer vos souvenirs, ces moments de vie inoubliables. Alors, si je vous dis le Tower Record Manhattan. Tower Record Manhattan, parce que j'y allais souvent, en fait, parce que, étant à Boston, j'allais voir, j'avais un petit frère qui vivait à New York, donc quand j'allais le voir, on allait régulièrement au Tower Record de New York. Voilà, très bien. Et il n'existe plus, malheureusement, à cause de la disparition du CD, tout simplement, ou du vinyle. Et si je vous dis la rue Stanislas à Montparnasse? Je vois que vous êtes bien renseignée, ma chère Sabrina. La rue Stanislas, alors, cette petite ruelle qui est perpendiculaire au boulevard Montparnasse à Paris, ça me rappelle l'hôtel où ma mère nous emmenait quand on allait en vacances. Très bien. Surtout, ça me rappelle le moment où elle m'a acheté ma première guitare quand elle m'a accompagné en France pour la première fois pour mes études. Parce qu'en face de la rue Stanislas, il y avait le boulevard Montparnasse et en face de l'autre côté du boulevard, il y avait un magasin de musique. Elle m'a dit, écoute, je vois que tu aimes ça, on allait acheter ma première guitare. Votre mère a quand même été un curseur, un élément important. Absolument, même si elle paniquait, après elle me dit, mais tu vas faire de la musique, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir vivre? Bon, paix à son âme, j'aurais voulu qu'elle soit là aujourd'hui pour voir, mais elle a quand même vu une partie de mon épanouissement. Voilà. Alors, Frédéric Gattista, c'est près de 20 ans de carrière à votre actif.
C'est quand même, pour résumer, une carrière menée tambour battant depuis l'aube des années 80, on va le dire comme ça. Mhm. Que doit-on retenir de ces 20 ans de carrière, Frédéric Gassita? D'abord, ce qu'on doit retenir, c'est que quand vous avez des rêves, poursuivez-les jusqu'au bout. Mhm. Ne jamais baisser les bras. Moi, je suis l'exemple même en matière de musique. Vous savez que notre culture africaine, on a vu toujours on voit les musiciens comme, un peu comme des saltimbanques. Oui. J'ai eu à me battre, non pas contre mes parents en tant que tels, mais contre ma famille, Mhm. la famille de mon père. Et les préjugés? Les préjugés, oui, tu vas être musicien, je me rappelle, j'ai un oncle qui m'avait même carrément poigné en plein milieu de la route. Oui, qu'est-ce que tu nous fais? Il dit même, qu'est-ce que tu nous fais? C'est-à-dire, je l'avais regardé, je dis, mais il a ses enfants, moi je ne suis pas son enfant, je suis son neveu. Et il faut poursuivre vos rêves jusqu'au bout. Moi, je me suis battu, mais il faut travailler, parce que la musique, c'est un métier vraiment difficile. Et moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses parce que j'aimais vraiment ça. Et j'ai travaillé dur. Et donc, voilà, je suis arrivé à ce niveau-là en travaillant et surtout en ayant la foi dans la musique que je faisais. Moi, je me rappelle le temps, les années 80, où je jouais avec mes musiciens, j'allais jouer dans les boîtes de nuit, des cabarets, mais on jouait gratuitement parce qu'on aimait ça. Après les années 90, quand je suis revenu des États-Unis, il a fallu travailler. Je faisais des petits cabarets pour rentrer. Ma mère s'inquiétait, m'a dit, oui, mais tu ne vas pas gagner. Et puis finalement, au bout de choses, on a commencé à m'appeler pour faire ceci, cela, ça a commencé à augmenter. Aujourd'hui, voilà, je fais ce que je fais, je vis de ma musique. Bon, pas que de la musique, parce que je fais maintenant aussi de l'audiovisuel, du cinéma, la télévision. AFJ Productions, qui a produit divers artistes locaux, hein, Oui. Crash, Jojo, Alda, des collaborations également avec Lauriane Nekondo, Oui. qui est devenue votre muse à un moment Absolument. donné. Absolument. Nadège Badou, Mélina et bien d'autres. Oui. Pourquoi, d'après vous, Frédéric Gassita, la musique gabonaise a du mal à s'exporter? Ça a été longtemps quand même quelque chose qui était là, qu'on voyait. Je pense que la musique gabonaise alors, ce qui veut dire là, on va dire que c'est peut-être pas politique, mais le talent était bien là. le talent est là, mais je pense que la musique gabonaise, on n'a pas été assez fort. Déjà, pour faire traverser notre musique. Et deuxièmement, je pense que la musique gabonaise a subi les préjugés des autres pays africains. Genre que, oui, le Gabon, c'est un petit pays riche, les Gabonais sont des enfants gâtés, pourquoi Donc, on ne pouvait rien contre la musique congolaise parce qu'ils sont plus nombreux. On ne pouvait rien contre la musique ivoirienne, même contre la musique camerounaise. Et puis, voilà. Et puis, l'Afrique de l'Ouest et la musique congolaise, je parle de la partie francophone, ils avaient déjà réussi à investir la partie francophone en France. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà bloqué. Donc, chaque fois que le Gabonais essaie de s'en sortir, et ça, c'est tout genre de musique, hein, même les rappeurs, ça a été difficile. On n'a pas lutté parce qu'on n'a pas d'abord eu la force de faire voyager. Et ensuite, on a subi les préjugés des autres pays africains qui avaient tendance à nous écraser. Bon, maintenant, avec l'avènement d'Internet, on a la chance d'avoir des Chanel, des Cilia, voilà, quelques artistes qui s'en sortent plus ou moins bien. Mais voilà, c'est ce qu'on a subi. Moi, je ne suis pas écrasé parce que je suis dans un registre complètement différent. Et d'ailleurs, pour la bonne nouvelle, il y a le grand Youssou N'Dour qui a contacté un de mes collaborateurs pour lui dire que ce coffret-là ne peut pas rester comme ça. Il dit, je dois éventuellement travailler avec lui parce qu'il pense que c'est un travail qui peut représenter toute l'Afrique. C'est une belle reconnaissance de cette expertise. C'est-à-dire que Youssou N'Dour, il est arrivé à un autre niveau, c'est déjà un visionnaire. Lui, là, il a travaillé avec la planète et c'est un Africain, c'est un amoureux de l'Afrique. Donc, s'il peut aider des projets comme ça à sortir, parce que je vous assure, hein, ce n'est pas tout le monde qui peut écrire pour un orchestre symphonique. Je vous assure, le travail que ça prend, vous devez écrire pour 85 musiciens, ce n'est pas la blague. Hein. Frédéric Gassita, nous arrivons au terme de cette émission, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été des nôtres, d'avoir partagé un bout de votre vie, merci. On avait tellement à décortiquer, votre passion pour le football et beaucoup d'autres choses, mais que cela ne tienne, on aura d'autres occasions. Absolument, il ne faut pas tout donner. Hein, voilà, de nous entretenir à nouveau. D'accord, merci. Ça a été un plaisir. Nous n'allons pas nous séparer sans écouter vos célèbres partitions qu'on connaît presque tous, mais pas toutes. On va vous écouter tous ensemble. D'accord, avec plaisir. Alors...
Voilà, merci. C'est la fin de cette émission, cette interview exclusive invité du jour bonus sur Gabon 24. Respectez les gestes barrières car la Covid-19 est toujours d'actualité. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité.